Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne et je m'en excuse. En tout cas aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on est parti pour les rumeurs concernant l'iPhone 17 et 17 Pro. Alors la première rumeur que vous avez certainement vue vient du fait que la gamme changerait cette année. On n'aurait plus les classiques iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro et 17 Pro Max. On aurait iPhone 17, iPhone 17R, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Cet iPhone 17R se démarquerait par sa finesse. On serait autour de 5,5 à 6,25 mm d'épaisseur en fonction des rumeurs. Franchement, c'est déjà pas mal. Par contre, il y en a au-dessus de 6 mm, c'est un peu moyen pour un iPhone qui se vend comme étant ultra fin, mais passons. Bon, par contre, pour arriver à cette finesse, vous pensez qu'il faut bien faire quelques compromis. Le premier, ça va être sur la batterie, donc elle sera probablement ultra fine et d'une capacité estimée autour de 2800 mAh. En gros, une batterie d'iPhone 12, quoi. Il embarquerait potentiellement une nouvelle technologie de batterie qui s'appelle le silicium carbone. Alors, sans rentrer dans les détails, le silicium permet de stocker beaucoup plus d'énergie que le lithium. Gros problème, il a tendance à énormément gonfler, donc ce qui entraîne pas mal de risques d'explosion de batterie, d'où le fait qu'on doit couper le silicium avec du carbone pour éviter le gonflement. Niveau processeur, il serait équipé d'un espèce de truc bizarre. En fait, c'est ni un processeur d'iPhone 17 ni un processeur d'iPhone 17 Pro. Ça serait une espèce de puce Pro avec un cœur GPU, donc ce qui sert à la partie graphique, à l'affichage en moins. Il ferait également l'impasse sur la charge MagSafe, vous savez, la charge sans fil aimanté. Il ferait également malheureusement fi du tiroir de carte SIM pour les personnes qui s'en servent encore. Et plus grave, en tout cas selon moi pour un utilisateur, il n'y a pas d'ultra grand angle, il n'y aurait qu'un seul capteur photo. Sa résolution serait de 48 mégapixels, mais bon c'est toujours mieux d'avoir deux capteurs spécialisés qu'un seul qu'on essaye de bidouiller pour faire un truc correct. La taille de son écran serait de 6,6 pouces et pourrait monter jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie qu'il pourrait afficher jusqu'à 120 images par seconde et descendre jusqu'à 1 Hz avec la technologie LTPO, soit en gros le rafraîchissement variable, ce qui lui permettrait d'avoir l'Always On Display, soit l'écran toujours allumé. Si cette technologie vous dit quelque chose, vous avez raison, elle a été inaugurée, en tout cas chez Apple, sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Tant que l'on parle d'écran, l'ensemble de la gamme des iPhone 17 devrait enfin adopter le 120 Hz en termes de taux de rafraîchissement, mais peut-être qu'il y aurait une espèce d'entourloupe d'Apple consistant à effectivement bel et bien offrir un taux de rafraîchissement adaptatif mais de ne pas pouvoir descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui entraînerait pour conséquence l'impossibilité de l'Always On Display sur les modèles qui ne sont pas pro, parce que Apple veut vraiment à tout prix segmenter sa gamme et de manière parfois un peu impardonnable, parce que du 60 Hz en 2025 ça pique. Pour continuer sur les écrans, les tailles de ces derniers changeraient légèrement sur la gamme. Donc je vous l'ai déjà dit, pour l'iPhone 17R, on sera à 6,6 pouces. On passerait de 6.1 à 6.3 sur les iPhone 17. Et pour les Pro et Pro Max, on resterait sur une diagonale de 6.3 et 6.9. En outre, la plupart des écrans devraient pouvoir bénéficier d'une technologie anti-reflet, un peu la même que chez Samsung. Et franchement, je ne dis pas non, je me suis déjà fait éblouir plusieurs fois par les écrans en plein soleil et ça fait très mal aux yeux. En outre, la Dynamic Island, vous savez, cette espèce de petite encoche un peu chelou qui affiche des notifications et qui fait des animations, devrait enfin être un tout petit peu plus petite, ce qui augmente donc la surface d'affichage. Ce qui concerne à présent les châssis Exit le Titane, on repasserait sur de l'aluminium, semble-t-il pour une meilleure conduction thermique, parce que ces appareils ont tendance à chauffer, et ce n'est pas les nouveaux processeurs A19 et A19 Pro attendus pour la gamme qui changeront quelque chose. En effet, on reste sur la même finesse de gravure, c'est-à-dire le 3 nanomètres, et malheureusement il faut toujours plus de puissance pour les fonctions d'intelligence artificielle. En outre, l'aluminium ne serait pas suffisant sur les modèles Pro pour le refroidir correctement, donc on utiliserait une chambre à vapeur, un petit peu comme les téléphones qu'Asus produit, mais eux ils sont plus orientés gaming pur. Les nouveaux processeurs A19 et A19 Pro, je vous l'ai sous-entendu mais je vous le dis clairement, ne devraient pas apporter une grande révolution en termes de puissance. Alors ça sera appréciable, ça peut se voir dans certains cas, mais c'est pas non plus incroyable. En ce qui concerne la mémoire vive, on serait sur 8 Go pour les iPhone 17 et 17R et on grimperait à 12 pour les Pro et Pro Max, et pour cause, il faut bien faire tourner tout ça.
Même si 12 Go de RAM, ça me paraît beaucoup en toute franchise, on verra. En ce qui concerne à présent le modem, Apple pourrait étendre sa propre version, le C1 ou le C2, directement dans ses iPhone 17. Peut-être pas encore dans ses versions Pro, mais au moins dans les 17, parce que ils ont prouvé leur efficacité. Ils sont un tout petit peu moins efficaces que ceux de Qualcomm, c'est vrai, mais en toute franchise, ils sont bien plus économes, donc pour un utilisateur lambda, ça change pas grand-chose. Enfin si, ça change énormément au niveau de l'autonomie. On a vu celle du 16E qui était juste incroyable pour ses caractéristiques, et ça change au niveau de la qualité du signal en mauvaise réception. Donc là, ça fonctionne un tout petit peu mieux quand la réception est mauvaise. Par contre, quand elle est bonne, là, Qualcomm reprend légèrement l'avantage. Le modem d'Apple, par contre, ne sera pas équipé de la technologie des ondes millimétriques qui permettent de recevoir à très haute fréquence un signal internet la plupart du temps, mais en toute franchise, c'est pas grave du tout pour la France car les ondes millimétriques ne sont juste pas disponibles. Si l'on passe à présent à la partie photo et vidéo, le téléobjectif des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devrait passer en 48 mégapixels, ce qui offrirait une meilleure qualité de zoom et surtout une cohérence optique en fonction des objectifs que l'on utilise dans les photos. Bon, alors, le meilleur zoom, la meilleure qualité, je sais que ça ressemble beaucoup à du marketing, mais théoriquement, si le logiciel suit, et je vous l'avais expliqué l'année dernière, c'est censé être bon. En ce qui concerne à présent l'ensemble de la gamme des iPhone 17, la caméra avant devrait passer de 12 à 24 mégapixels. Là, je vais pas vous refaire le coup du marketing foireux, mais s'il y a une amélioration significative, selon moi, elle sera en basse lumière, d'après les lois de l'optique en tout cas. Tant que l'on parle de ça, l'ultra grand angle des iPhone 17 et 17R devrait passer lui aussi en 48 mégapixels, tout comme le grand angle qu'il l'était déjà depuis, si je ne dis pas de bêtises, un an. Il y a également des rumeurs selon lesquelles on pourrait filmer à la fois avec la caméra avant et la caméra arrière. Pourquoi pas, ça peut être utile notamment dans certains cas, notamment liés à la vidéo. Et on pourrait également filmer en 8K sur les modèles Pro. Bon, ça j'attends encore de voir. Ça fait beaucoup de bruit également, mais les iPhone Pro pourraient troquer les caméras installées verticalement ou un peu en triangle pour une espèce de barre horizontale style Google Pixel, alors que les téléphones non Pro devraient rester sur des capteurs empilés. Alors l'avantage de la barre, c'est que ça éviterait un certain nombre de déséquilibres lorsque l'on pose l'appareil à plat, mais bon, on est tellement habitué à des appareils déséquilibrés que est-ce que ça va vraiment nous manquer, je sais pas. La dernière rumeur intéressante selon moi, mais qui mérite d'être pris avec beaucoup de prudence, viendrait de la charge. On pourrait théoriquement charger non seulement en recharge sans fil inversé, donc charger d'autres appareils style AirPod, Apple Watch et autres, uniquement sur les iPhone Pro malheureusement, ce n'est pas drôle, et on pourrait passer jusqu'à 50 watts en charge sans fil aimanté en MagSafe. Alors, comment vous dire? Déjà que moi qui recharge en MagSafe à 15 watts, je me demande si je ferais mieux de cuire mon poulet sur l'iPhone ou dans le four. À 50 watts, non seulement j'aurais plus à me poser la question, mais je devrais par contre me demander si je risque de faire cramer le poulet sur l'iPhone. Bon, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ma métaphore, vous avez compris le très gros problème que pourrait poser cette recharge sans fil aimanté, d'où le fait d'ailleurs que je ne crois pas vraiment à cette rumeur à 50 watts. Tous ces iPhones devraient être annoncés autour du 9-10 septembre avec probablement une nouvelle flopée d'appareils, donc on devrait également voir surgir des Apple Watch, notamment une série 11, une SE3 et une Ultra 3, et peut-être d'autres appareils style Apple TV, mais ça c'est possible que ça soit un peu plus tard dans l'année. Pour l'année prochaine et la fin de cette année, on devrait également avoir les iPad Pro, un renouvellement des iPad et iPad Air, un nouveau Studio Display, en gros un écran conçu par Apple quoi si vous voulez, et d'autres refontes, parce que je vous explique, il y a une grosse fuite de code interne chez Apple il y a quelques temps. Donc on a les identifiants matériels d'à peu près tous les nouveaux produits, ce qui fait qu'en fait il est possible de deviner à quoi ils servent en utilisant en fait la cohérence qu'il y a dans la série en fonction des identifiants. Bon, ma phrase n'est pas très claire, mais en gros, si un appareil est identifié par une lettre et qu'après il y a un chiffre différent, on peut comprendre que c'est un nouvel appareil du même type. Au niveau du prix, nous n'avons pas de preuves, mais il est possible de voir une petite augmentation d'environ 50 €, 50 $, ça dépendra du taux du dollar face à l'euro et de comment Apple va décider de faire payer à ses utilisateurs les droits de douane. Est-ce qu'ils vont faire payer qu'aux Américains, essayer d'épargner les Européens? C'est pas sûr, parce que ça fait une bonne excuse pour augmenter les prix et surtout ça compense les pertes qu'il y aurait pu avoir durant les premiers mois des droits de douane. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait et franchement je retrouve le plaisir que j'avais il y a 2 ans, ce que je n'avais plus lorsque
que je tournais les dernières. Donc franchement, si vous avez des questions, suggestions, remarques, ou même si vous avez une nouvelle rumeur, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!